français qu'on puisse traduire ça pour lui, pour qu'il comprenne très bien. Quand on dit 5 ans renouvelables une fois, il a fait 5 ans, plus 5 ans. Et d'ailleurs, avant ça, il avait déjà fait plusieurs. Il a fait 18 ans au pouvoir. Ce mec ne doit plus mettre ses pieds au palais de la nation. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est qu'on lui a donné un titre, mais comme il n'est pas très éveillé intellectuellement, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Sénateur à vie, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever cela. Or, tu ne peux pas, parce que vous me reconnaissez comme un savant, pour quelqu'un de très intelligent, je te remercie. Je voudrais que tu viennes m'expliquer comment tu vas te trouver savant, qu'est-ce que tu as aimé et qui fait que tu m'as déclaré savant. Mais aussi que tu me dises maintenant qu'est-ce que je fais de mauvais pour te montrer que intelligence n'a bon moto, non, comme ça, zéro. Je voudrais qu'il vienne m'expliquer. Non, pas du tout. Bien au contraire. Vous savez que moi, je suis habitué. En 1960, vous savez combien de leaders, combien d'universitaires la RDC avait? Un seul, en 1960, qui était en première année à l'université. Donc, on a pris un grand pays comme celui-ci, qui n'avait pas d'administration, d'armée de qualité, de police de qualité. On a pris ça, on a mis dans les mains des gens qui n'étaient pas préparés à gérer. Par conséquent, c'était la course à l'enrichissement. C'était des antivaleurs qui se développaient. On n'a pas eu de leadership visionnaire, orienté vers le développement, qui devait mobiliser tout le monde. Mobutu nous a fait tous danser. En faisant danser, on ne travaillait pas. Vous savez, quand je suis venu des États-Unis, j'ai beaucoup aimé cette portion-là. Beaucoup de gens me disaient, tu sais quoi, tu as une très bonne vision de développement, mais on ne peut pas voter pour toi. Je demande pourquoi. Ils me donnaient 2 ou 3 raisons. La première raison, ils me disent, mais parce que nous, quand on souffrait ici, on faisait des marches alimentées dans les rues. Aux États-Unis d'Amérique, tu mangeais des beefsteaks. Donc, ils sont jaloux parce que j'étais aux États-Unis d'Amérique, j'ai mangé des beefsteaks en ce moment-là. Ils disent pour que nous puissions voter pour toi, avec tes bonnes idées-là, il faut d'abord que tu viennes vivre avec nous pendant un temps et nous allons voir que tu as souffert aussi, tu manges. Bon, je ne vais pas les juger, mais tout ce que moi je peux vous dire que j'ai suivi leurs conseils. Et j'ai décidé de ne pas rentrer aux États-Unis pour ne plus manger des beefsteaks. Je suis resté au Congo. Et je mange le pondou, les bitekou, les makayabou. Je souffre comme eux. J'ai fait, vous allez me voir donc, peut-être dans la semaine prochaine, je vais commencer à faire le tour de la ville de Kinshasa dans les bus Transco. Je vais voyager comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Maintenant, ils ne peuvent pas me dire que je ne connais pas les réalités du pays. C'est déjà quelque chose de positif que j'ai appris. Mais deuxième chose, on me disait, mais tu sais, tu es venu des États-Unis, il ne faut pas faire comme l'autre là qui était venu des États-Unis, Oscar Kachala. Oui. Après les élections, il a pris l'avion, il est parti aux États-Unis, on l'a Akimi, on ne l'a plus revu. Est-ce que vous m'avez vu Nakimaki? Nakimité. C'est la poste et pas Fachi. Faut demander aux réserve stratégique à Fachi. Mais vous ne voulez pas voir la réalité. Vous ne pensez pas que je peux rester aussi pour me préparer pour les élections futures? Voilà, gouverner c'est prévoir, dit-on, mesdames et messieurs. Au nom de la grande équipe de cette émission, nous vous disons bonjour. Bonjour, selon l'ère à laquelle beaucoup d'émissions est bien polélé, comme on dit toujours. Polélé, c'est une émission au cours de laquelle on campé comme un éclairage dans les différents sujets d'actualité. À cet effet, j'ai dit un grand merci à la grande équipe de cette émission, comme d'habitude. Junior, moi derrière la caméra, et à tous ceux qui aiment Dieu faire mes côtés. Les lots, c'est tellement ébélé à Koussoula, également. Gratuité, enseignement, sécurité, en cannabis, élection, il y a 2023. Parce que ça fait débat cette question, il y a élection également, il y a faire matatamponyo na bitlo ya sika déjà qu'on discuter qu'on a l'Assemblée nationale concernant budget il y a 2021. Cet effet, to kosabongo ba sije wana mwana mboka Dr Noël Tchani Moja Vitazali invité na ngamo et à qui je m'avais dire bonjour. Dans difficulté, il y a depuis Kalaba Namboka, Bataxila Mokabila d'être rwandais, si c'est métier congolais, un qui connaît Bakostolo, la Koloba Monoko et Mboka Biso. Mais personnellement, ça vous fait comment? Non, il faut y avoir que République démocratique du Congo et za Mboka Munene. Tout ça a 4 langues nationales. Chiluba, Lingala, Swahili
et Kikongo. Toutes ces langues s'équivalent. Il n'y a pas une langue qui est plus importante que d'autres. Ce qui est au Botami na Kasai, langue nayo ezali Chiluba. Quand on Botami na Kasai, na tanga qui à l'école primaire en Chiluba, ti l'air na komia na Kinshasa juste quelques temps pour aller à l'étranger. Je ne suis pas tenu de connaître le lingala, mais je connais beaucoup de langues. Je parle le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le Chiluba, un peu de lingala. Donc il ne faut pas maintenir rigueur. Ouais. Ce n'est pas un critère pour dire que telle personne, si l'autre là, on le considère comme étant un Rwandais, moi je suis Congolais 100%, de père et de mère. Non seulement moi, mon père et ma mère, Congolais. Mes grands-parents, Congolais. Mes arrière-grands-parents, Congolais. Vous pouvez descendre jusqu'à 10 générations, tous originaires de la Lomami de la Lomami, comme province aujourd'hui, l'ancien Kasaï oriental. Donc je suis de père et de mère et 100% congolais. Voilà, de père et de mère, d'ailleurs, vous avez une certaine proposition de loi de père et de mère, puisque tu vois que le chef d'État c'est pour nous ça par rapport à la loi. Et ça, là, qui est comme le chef de l'État, a soutenu qui était par rapport à la proposition, là, nous pour créer sécurité autour de la fonction de la présidence de la République. Vous avez de fausses informations. La loi n'a pas été déclarée irrécevable à l'Assemblée nationale, bien au contraire. Mais les non pas prioritaires. Laissez-moi finir. Vous avez suivi les débats qui se déroulent sur le budget national hier. Le député national Singhi Pouloulou, il a parlé, c'était vers 23h, il a parlé. Et dans sa conclusion, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux les Congolais des pères et des mères, car la présidence de la République démocratique du Congo leur appartient. Il a déclaré ça hier, et tout le monde a applaudi dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Cette session parlementaire, il y a des sujets qui sont considérés prioritaires par rapport à d'autres sujets. Quels sont ces sujets qui sont prioritaires? On devait valider, entériner la sélection des membres du bureau de la CENI, chose faite. On devait faire la reddition de comptes de budget de 2021, chose faite. On devait faire le budget rectificatif de 2021, chose faite. Actuellement, ils sont en train de discuter le budget de l'année 2022. Ils vont terminer. Ça, c'était des matières prioritaires pour cette session qui est essentiellement consacrée au budget. Maintenant, une fois qu'ils ont terminé ça, ils ont encore beaucoup de temps. De maintenant jusqu'au 15 décembre, avant qu'on ferme la session parlementaire, ils vont programmer des matières au fur et à mesure qu'il y a de l'espace qui se dégage dans le calendrier. C'est ce que le président Bosso avait dit. Il avait dit que le calendrier reste ouvert. Mais pour cette session, il y avait des priorités sur les priorités. Ces priorités, c'était ce que je viens de dire, la reddition de comptes, le budget rectificatif, le budget de l'année 2022, mais aussi la confirmation des membres du bureau de la CENI. Il faut que les Congolais apprennent à analyser ce qui est dit correctement. Le président Bosso n'a jamais dit que la loi Tchani était rejetée. Il avait dit simplement qu'en temps opportun, comme le calendrier reste ouvert, on peut la programmer à tout moment. Et moi, j'espère qu'elle sera programmée pendant cette session. Si elle n'est pas programmée pendant cette session, ce n'est pas grave. Parce qu'il y aura la session de mars, où on n'aura plus ces questions prioritaires-là qui primaient sur d'autres. La session de mars 2022, au plus tard, la loi Tchani sera discutée par les députés nationaux. Elle sera adoptée. Et je peux vous assurer qu'elle sera promulguée dans ce pays ici qu'on appelle la République démocratique du Congo, par le président de la République démocratique du Congo. Maintenant, en ce qui concerne les déclarations faites par le président à Washington, encore une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils veulent comprendre, qui ne veulent pas analyser les choses telles qu'elles ont été dites. Qu'est-ce que le président avait dit? Il avait dit que dans une démocratie, on ne peut pas empêcher à un citoyen congolais de prendre des initiatives qu'il juge nécessaires et bonnes pour son pays. C'est ça qu'il avait dit. Et par conséquent, Noël Tchani était tout à fait justifié et avait le droit de pouvoir proposer une loi comme il l'a fait. Ça, c'est la partie positive. Maintenant, il s'est posé la question, mais est-ce
il faut se demander, est-ce que le pays qui a été mal géré depuis 1960, est-ce que ce ne sont pas des Congolais, des pères et des mères qui l'ont mis en faillite ou bien qui l'ont mis à genoux? C'est une question légitime. Moi, je l'ai toujours dit. Dans le plan Marshall, vous avez déjà entendu quand je parle du bilan, ou bien j'ai fait l'état des lieux de la République démocratique du Congo actuellement, là, après 60 ans de gestion. Je suis plus sévère que le président de la République. Je considère que tous les Congolais ont péché en laissant des dictatures s'installer dans notre pays, en tolérant des antivaleurs qu'on ne devait pas tolérer. Vous vous rappelez donc des choses telles que Yonde Mutokobongisamboka, ou bien, comment est-ce qu'on dit encore, Chancelo Kopamba, toutes ces antivaleurs-là, nous les avons tous tolérées, nous avons tous péché par cela. Que ce soit des Congolais, des pères et des mères, des Congolais, des pères ou des mères, ainsi de suite, tout le monde a péché. Le président de la République était tout à fait justifié en soulevant cette question-là. Maintenant, la réponse que moi je donne au président est celle-ci. Ce ne sont pas simplement les Congolais des pères et des mères qui ont mis le pays à genoux. C'est tous les Congolais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ceux des pères et des mères, ceux des pères ou des mères, ceux qui étaient des Congolais naturalisés, ceux qui étaient des étrangers vivant dans notre pays, des enfants qu'on a ramassés dans les rues, de la République démocratique du Congo et à qui on a donné la nationalité congolaise. Tous collectivement, ils ont péché en entraînant notre pays donc vers la faillite. Maintenant, parce que tout cela est arrivé, nous devons être sélectifs dans l'avenir pour nous assurer que notre pays va toujours être dirigé par des Congolais qui ont l'intérêt supérieur donc, de ce peuple et de ce pays en main. Je voudrais souligner une chose. Vous savez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 chefs d'État. À ma connaissance, tous Congolais de père et de mère, peut-être sauf un, dont on n'est pas sûr donc de l'origine. Sauf un. Mais tous les autres là sont des Congolais de père. J'arrive. Maintenant, tous ces 5 chefs d'État que nous avons connus depuis 1960 jusqu'à présent, vous savez ce qu'ils ont fait du Congo? Malgré la mauvaise gouvernance, ils ont réussi à maintenir le Congo ensemble en un seul bloc. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un seul morceau de terre de la RDC qui a été balkanisé au profit des pays étrangers. C'est ça que j'appelle la loyauté vis-à-vis de la RDC. Ils ont peut-être mal géré parce qu'ils ne connaissaient pas mieux, mais ils ont protégé l'intégrité territoriale donc, du Congo et nous voulons que cela continue. Parce que le jour que nous allons céder la gestion de ce pays aux gens qui ne sont pas 100% congolais, ce qu'ils vont faire, c'est balkaniser la RDC, vendre une portion du territoire à la Zambie, au Rwanda, à l'Ouganda, ainsi de suite là-bas. Nous voulons éviter cela en réservant les postes de souveraineté, y inclut la présidence de la République, simplement aux Congolais qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ceux qui sont nés des pères et des mères congolais. Voilà, vous avez parlé de la balkanisation. Aujourd'hui, Paul Kagame, le président rwandais, propose la construction d'une nouvelle cité pour les sinistrés de l'Est. C'est une autre forme de balkanisation sous Félix, lui qui est de père et de mères congolais. J'ai alerté l'opinion tant nationale qu'internationale sur cette question-là. Paul Kagame, il fait partie du problème en République démocratique du Congo à cause de ses incursions ou bien des incursions de son armée, l'armée rwandaise, en RDC plusieurs fois pendant plusieurs années. Il a créé des poches de déplacés à l'intérieur du Congo. Il a appauvri nos gens. Si aujourd'hui il avait à réparer le mal qu'il a causé au Congo, il faut qu'il y ait une commission mixte, RDC, Rwanda, qui se met autour de la table, qui identifie combien de dégâts il a causé à notre économie, et ça s'évalue dans des milliards de dollars, et en ce moment-là que le Rwanda puisse payer pour nous dédommager, pour que nous puissions réinstaller ces Congolais qu'il a déplacés à l'intérieur du Congo, qu'on puisse les installer donc correctement. C'est comme ça que le processus doit se faire. Mais il ne doit pas nous faire ce qu'on appelle donc du saupoudrage, en nous donnant un cadeau empoisonné, en disant, malgré tout ce que je vous ai fait là, vous êtes des naïfs, je vais pouvoir créer un petit village moderne et on va installer un budget de 30 millions de dollars. Vous savez quoi, moi je peux sortir de ma poche 30 millions de dollars pour construire donc ce village-là. Il y a des Congolais qui peuvent le faire. Et le gouvernement congolais, je voudrais lui dire ceci. Nous savons qu'il y a aujourd'hui 3,3 milliards de dollars de réserves de change à la Banque centrale. Nous pouvons, je demande au président de la République et au Premier ministre d'affecter 30 millions de dollars
à la construction de ce village moderne là où on va loger nos compatriotes qui sont sinistrés à cause du volcan Nyiragongo. Et on peut même allouer encore davantage de ressources pour loger d'autres compatriotes qui sont déplacés à l'intérieur de la RDC. Vous vous rappelez le phénomène comme on a ça pour. Il y a des millions de gens déplacés dans le Kasaï qui n'ont pas été réinstallés. Vous connaissez au Bas-Congo, Bundu Congo. Il y a des gens qui ont été déplacés à cause de ça. Donc, à l'est, partout là-bas, Kisangani, il y a des gens qui étaient déplacés à cause de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur notre territoire, entre le Rwanda et l'Ouganda sur notre territoire national. Donc, qu'on identifie toutes ces poches de déplacés, qu'on détermine combien d'argent il faut pour les réinstaller et que nous, en tant que pays, qu'on utilise nos ressources pour pouvoir les réinstaller. Mais si on ne peut pas mobiliser suffisamment de ressources pour installer tout le monde, qu'on fasse appel à la communauté internationale pour venir nous assister. Mais quand je dis communauté internationale, je parle de toute la communauté internationale. Si le Rwanda veut venir contribuer en Somalie, qu'il contribue dans ce cadre-là. Mais juste nous dire aujourd'hui qu'ils vont venir créer un village sur notre sol avec des militaires rwandais qui vont venir concevoir la construction de ce village-là, je crois que c'est une façon de balkaniser la RDC. Parce qu'une fois qu'on a construit ce village, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce ne seront pas des Congolais qui seront logés là-bas. Ce sont des Rwandais qu'on va amener du Rwanda pour venir les installer là-bas. Profiteront lors de la construction. En réalité, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une autre ville similaire à Minembwe, où il n'y a que des Nilotiques qui sont là-bas et qui trouvent là-bas. Nous ne voulons pas avoir ça dans notre pays. Je demande sincèrement au président de la République d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser berner par des mots gentils qui viennent de Paul Kagame. Voilà. Pendant les 18 ans de Kabila, on a entendu tous les mots. Kabila a été taxé de toutes sortes de nationalités, tantôt burundais, ougandais, rwandais, mais en aucun jour Kabila a pu recevoir ou accepter un cadeau venant de la nation dont on l'accusait, le Rwanda. Mais aujourd'hui, le fait de l'actuel chef d'État Félix d'accepter les cadeaux de la construction de cette nouvelle cité, on peut dire qu'aujourd'hui, Fati, c'est un traître national ou comment? Il ne faut pas comparer un président comme Fati à Joseph Kabila. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Kabila a fait pire que ça. Vous vous rappelez Bosco, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous vous rappelez Bosco Ntaganda? Vous vous rappelez Bosco Ntaganda, un militaire rwandais à qui Kabila avait donné le titre de général et qui contrôlait pas un village mais tout l'est de la République. Cette portion-là a été balkanisée, ça faisait partie du Rwanda. Ça ne disait pas son nom. Donc il n'y a aucune comparaison entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse prendre un petit morceau de terre qu'on appelle village et qu'on donne aux Rwandais pour qu'ils viennent construire avec les militaires rwandais pour loger soi-disant des Congolais, mais en réalité donc des Rwandais. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit non au président Félix Tshisekedi, il faut arrêter. Voilà. Mais cela ne fait pas de Félix Tshisekedi un traître et moins bon que Joseph Kabila. Kabila a trop fait des crimes humains. Vous vous rappelez Kamwina Sapo, nos compatriotes ont péri là-bas. Vous vous rappelez Bundu Congo, nos compatriotes ont péri là-bas. Vous vous rappelez la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. Kabila faisait partie de ce complot-là. Vous vous rappelez donc le règne de Bosco Ntaganda sur tout l'est de la République, avec des femmes violées, des gens tués n'importe comment, des minéraux envoyés à l'extérieur, donc au vu au-dessus de tout le monde. C'était sous le régime de Kabila. Donc il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, et je ne veux pas qu'il y ait des comparaisons entre lui et un Congolais de père et de mère. Voilà, nous sommes à la 13e prorogation de l'état de siège, mais jusque-là, rien ne change. Toujours la même scène qu'on a décriée pendant les 18 ans de Kabila. Côté va violé, côté va kati, côté va sali, ça persiste. Que dire de l'état de siège? Il n'y avait pas une bonne politique d'accompagnement où on n'a pas une armée compétente par rapport à la vision des chefs d'État pour instaurer la sécurité à la partie est du pays. Moi, je pense qu'il faut faire une bonne lecture de cet état des choses-là. Avant l'état de siège, on avait des tueries en des milliers de personnes, chaque jour, chaque semaine. Avec les ADF, avec les troupes rwandaises, avec tout plein, il y avait beaucoup de confusion de ce côté-là. Donc, la situation était tellement pourrie que ça doit prendre du temps pour qu'on puisse donc la stabiliser et rétablir de l'ordre. Maintenant, depuis l'arrivée de l'état de siège, on entend chaque jour, de temps en temps,
Oh, 5 personnes tuées par là, on regrette tout ça. Des nouvelles incursions. Il faut que notre armée s'organise davantage pour occuper tout le terrain, pour qu'on puisse identifier qui est qui dans cette partie-là, pour qu'on puisse identifier les ennemis avant qu'ils ne puissent causer du tort à notre population. Alors maintenant, est-ce que l'état de siège que l'on a connu jusqu'à présent a été suffisant pour mettre de l'ordre? Je pense non. Il y a des progrès qui sont faits, mais on n'est pas encore arrivé à une situation de satisfaction. Personnellement, je dis qu'il faut déclarer l'état de siège, pas pour 15 jours renouvelable tous les 15 jours. Il faut déclarer l'état de siège peut-être pour 5 ans. Qu'on ait l'armée présente là-bas, qui maintienne de l'ordre, qui rétablisse la discipline, qui identifie la population, avant qu'on puisse enlever les militaires et remettre les civils. Je considère qu'il y a une amélioration considérable avec l'état de siège, mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines et il faut qu'on fasse davantage des efforts pour arriver à stabiliser la situation. Mais qu'est-ce qui manque pour stabiliser la situation? Nous avons une armée. C'est les moyens qui fait défaut ou le mécanisme à emprunter qui fait défaut? Moi, je pense que je ne suis pas militaire, mais je crois que... Vous êtes même un politicien. Je ne suis pas militaire, mais je peux dire que, comme on dit en anglais, all of the above, tout ce que vous avez énuméré fait partie du problème. Est-ce que nous avons une armée moderne aujourd'hui capable de neutraliser toute éventualité venant des ennemis? Nous ne sommes pas encore arrivés à cela. L'armée est toujours en construction, en rénovation. La police, c'est la même chose. Est-ce que nous avons une armée bien équipée pour faire la guerre à n'importe quel ennemi qui entre sur notre sol? Je dirais non. Nous avons encore beaucoup à faire pour équiper notre armée comme il se doit, former les gens professionnellement, l'armée et la police. Est-ce que nous avons le nombre suffisant de militaires et de policiers pour maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national? Moi, je considère non. Nous avons un grand pays, 2 342 000 km², avec quelques milliers donc, de militaires et de soldats. Ce n'est pas assez. On doit recruter davantage, former davantage, les déployer partout pour maintenir la paix, la sécurité. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre les civils et l'armée, les civils et la police? Pour que cette symbiose-là, les civils puissent donner l'information à l'armée, à la police, qu'on identifie les ennemis, il n'y a pas encore cela. Donc, j'estime que c'est comme on dit en anglais, it's work in process. Donc, c'est un travail en cours de construction, mais on n'est pas encore arrivé à bâtir une véritable armée, une véritable police capable de maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Mais ces choses-là, ce sont des problèmes structurels. Ce ne sont pas des problèmes qu'on règle en une journée. Ça prend du temps pour arriver à cela, peut-être 5 ans, peut-être plus que ça. Donc, je considère que là où on a commencé, c'est un bon début. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour arriver à la satisfaction pour la population congolaise, mais également pour nous tous en tant que pays. Voilà, parlons justice à présent. L'affaire Matata Mponyo, Makambo Boukangalonzo, on a eu à parler de ça lors d'une émission avec vous. La Cour s'est dit incompétente par rapport à cette affaire de Matata Mponyo. Que dites-vous? Je veux déjà clarifier dès le départ. Le fait que la Cour constitutionnelle donc dise qu'elle est incompétente par rapport à ce dossier-là ne veut pas dire qu'on a laissé Matata libre pour aller consommer ces 200 millions de dollars donc on lui reproche d'avoir détourné. Ce n'est pas ça la fin de l'histoire. Tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les juristes, ils utilisent ce qu'on appelle du juridisme. C'est-à-dire, on analyse chaque fait et en disant est-ce que c'est ça qui était prévu dans le texte? Qu'est-ce qui est prévu dans le texte? La Cour constitutionnelle est compétente pour juger un Premier ministre et un président de la République en poste. Ok? Matata Mponyo n'est plus Premier ministre. On a joué sur le juridisme, même si les actes ont été commis pendant qu'il était Premier ministre. On dit du fait qu'il n'est plus Premier ministre. Il est maintenant sénateur. La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour pouvoir le juger. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas le juger. Il y a la Cour de cassation. Moi, je suis convaincu que le procureur général de la République, il a pris le dossier, il est allé à la Cour de cassation, ils vont convoquer Matata d'un moment à l'autre, il va comparaître devant la justice, là où il considère que cette Cour-là est compétente pour pouvoir donc le juger. Il sera bien jugé dans ce pays, et d'après les faits que nous avons ramassés par-ci, par-là, s'il y a eu 300 millions de dollars donc, de dépensés, et qu'il n'y a eu qu'à peu près 87 millions de dollars investis dans Boukangalonzo, Matata aura à justifier de ces 200 et quelques millions de dollars qui ont disparu pendant qu'il était Premier ministre. Et moi, je crois que tous les Congolais doivent être furieux avec ce cas-là. Vous vous rendez compte combien de gens meurent de faim dehors là?
Vous vous rendez compte combien d'enfants ne vont pas à l'école? Pourquoi? Parce que la gratuité de l'enseignement n'arrive pas donc à fonctionner. Mais 200 millions de dollars, vous pouvez payer tous les enseignants de la République. Donc, nous devons avoir tolérance zéro à l'égard des gens qui détournent les fonds publics. Et moi, je prie et je demande qu'on fasse tout pour que la justice puisse juger Matata au vu aussi de tout le monde, comme on a fait avec Améré, et que s'il est innocent, qu'on puisse le libérer. S'il n'est pas innocent, qu'il puisse écoper de la peine qui convient, et en ce moment-là, ça va donner des leçons à tout le monde pour ne pas jouer avec des fonds publics. Vous avez parlé de l'affaire Vital Kamerhe. S'il faudrait faire un feedback du procédé Matata Mponyo, nous assistons actuellement au procédé Floribert Chetea et Fidel Bazana, le procédé de l'assassinat de Rossi Chimangamou Kendi, également de Armatungulu, et le procès de Matata Mponyo. Que dites-vous de la justice aujourd'hui? Est-ce que ça reflète un état dit de droit ou il y a encore long chemin à faire? Non, l'état de droit, c'est un processus évolutif. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui la justice fonctionne à 100% à la satisfaction donc, de tout le monde. Il y a des cas où on voit que le travail est fait, mais il y a des cas où on estime qu'il faut faire davantage. Par exemple, dans ce cas de Matata, il faudrait que tout le monde applaudisse, à commencer par Matata lui-même. Parce que les gens disaient, oh non, M. Kalouba, qui est président de la Cour constitutionnelle, c'est un Kassaïen, par conséquent, la justice donc est inféodée au pouvoir. Il a démontré qu'il n'est pas inféodé au pouvoir. Il est indépendant, il a rendu un jugement qui, on estime d'après les textes, est conforme donc à la loi. Il faut que tout le monde applaudisse pour ça. Peut-être pour créer une diversion. Il faut que les Congolais apprennent une fois de plus à faire confiance au système. Quand il y a des signes positifs, il faut les encourager. Okay? La Cour constitutionnelle a prouvé qu'elle était indépendante et qu'elle n'a rien à voir avec des injonctions politiques. Et qu'il n'y a personne qui poursuivait Matata parce qu'il est ceci, il est cela. Ça n'a rien à voir avec ça. On l'accuse d'avoir détourné des fonds. Il faut qu'il se justifie. Maintenant, là où il va aller, il va être jugé. S'il prouve encore qu'il est innocent, en ce moment-là, tout le monde va applaudir. Mais d'après les faits qu'on a rassemblés à gauche, à droite, je pense qu'il aura beaucoup de difficultés à justifier son innocence. Voilà, aujourd'hui les Congolais crient, ça crée de partout. Tolembi, Nini Tosalite, Tokufa, Kabila Zonga. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous dites? Félix est en train de porter les chapeaux d'un pays qu'il a hérité dans un trou et aujourd'hui on lui demande d'apporter la solution en 3 ans où ce sont des intox politiques. Vous savez, lorsque on a appauvri la population, au point où il y a des gens qui manquent même des habits à porter, qui manquent à manger, vous venez, vous dites à ces gens-là, je vous donne un t-shirt et je vous donne à manger même pendant une journée seulement. Et dites ce que je vous demande donc de dire. Parce que le camp que vous avez mentionné là, ils ont volé beaucoup d'argent. Collectivement, ils ont volé des milliards. Ils ont mis toute cette population dans la pauvreté. Maintenant, ils prennent un peu de ces milliards-là pour corrompre les gens par-ci, par-là. Demander que quand tel individu vient, il faut applaudir et crier que tel doit revenir au pouvoir. Je vais vous dire une chose. Ce mec-là ne va jamais revenir au pouvoir en RDC. Kabila. Jamais. Kabila. Il ne reviendra jamais au pouvoir. En dépit de tout ce que c'est dit, tout ce que c'est il va revenir par quel mécanisme? Il va revenir par quel mécanisme? La Constitution, elle est claire. Le mandat d'un chef d'État est de 5 ans renouvelable. Français, qu'on puisse traduire ça pour lui, pour qu'il comprenne très bien. Quand on dit 5 ans renouvelables une fois, il a fait 5 ans, plus 5 ans. Et d'ailleurs, avant ça, il avait déjà fait plusieurs. Il a fait 18 ans au pouvoir. Ce mec ne doit plus mettre ses pieds au palais de la nation. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est qu'on lui a donné un titre. Mais comme il n'est pas très éveillé intellectuellement, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Sénateur à vie, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever cela. Or, tu ne peux pas être candidat à la présidence de la République tout en étant sénateur. Donc, il ne peut jamais revenir. La troisième chose, pour quelle performance il peut prétendre revenir au Congo? Pendant son règne, il y a près de, je peux dire, des millions de gens qui ont été tués sous son règne. À commencer par Chebeya. Lui, il était le patron de John Numbi. Chebeya a été tué sous les ordres de John Numbi. Et ce type-là va revenir au pouvoir. Au-delà de cela, il y a les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Armatungulu. Et vous allez prendre un criminel de ce genre-là, le remettre au pouvoir pour qu'il fasse davantage de crimes encore sur notre population? S'il vous plaît, ceux qui disent qu'ils peuvent revenir, peut-être qu'ils ne sont pas congolais, mais s'ils ont le même cœur que moi,
Ce mec-là ne mérite même pas de revenir, de considérer de revenir. On devrait le mettre devant la barre. Mais ça s'est dit, les 3 ans de Félix est pire que les 18 ans de Kabila. Si en 3 ans déjà les gens commencent à réclamer, donc s'il faudrait qu'il fasse des mandats, ça sera plus... Je ne suis pas ici pour justifier le bilan de Félix Tshisekedi. Il a des services de communication qui s'occupent dedans. Il y a des gens qu'il paye pour s'occuper de ça. Donc je ne suis pas ici pour défendre son bilan. Mais moi, je considère juste que c'est trop tôt de pouvoir déclarer que Félix Tshisekedi a échoué. Un mandat est de 5 ans. Il faut patienter à la fin de 5 ans et faire ce bilan-là. Mais si on regarde, s'il vous plaît, mais quand on regarde donc le peu de choses qu'il a faites pendant qu'il est là, moi, je dirais qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir cela. Je vais vous donner quelques exemples. Sous Kabila, vous savez pourquoi Tungulu était tué? Ou bien Rossi Chimanga, ou bien Thérèse Kapangala. Vous faites simplement une manifestation, il ordonne qu'on tire sur les gens. Vous avez entendu cela se passer avec Félix Tshisekedi? Non. Sous Kabila, la presse était purement et simplement muselée. Aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent tout le monde. Vous avez en parlé tout à l'heure là des chansons Nini Tossalité. Vous avez entendu parler de la chanson Lettre à Yachichi. On m'insulte même moi. Moi qui n'ai jamais pris quoi que ce soit de ce pays-là, on m'insulte même moi dans cette chanson-là. Vous savez, quand on m'a demandé, il faut les amener en justice, je leur ai répondu, ça ne vaut pas la peine. Ce journaliste, ce musicien doit bénéficier de la liberté d'expression. Il me déclare d'un côté que je suis savant, il déclare d'un côté que j'ai l'intelligence sur le plan intellectuel, et puis de l'autre côté, donc, il me raconte donc des bobards. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs, on m'a trouvé son numéro de téléphone. Non, je lui ai envoyé un message pour le féliciter d'abord pour l'ingénuité qu'il a démontrée en concevant une chanson comme ça. Moi, j'aime beaucoup la chanson. Je l'écoute. Le fait de reconnaître votre intelligence. J'écoute la chanson régulièrement. Donc maintenant, je lui ai envoyé le message pour lui dire, parce que vous me reconnaissez comme un savant, pour quelqu'un de très intelligent, je te remercie. Je voudrais que tu viennes m'expliquer comment tu m'as trouvé savant, qu'est-ce que tu as aimé et qui fait que tu m'as déclaré savant. Mais aussi que tu me dises maintenant qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour te montrer que intelligence n'a bon moto, non, des trucs comme ça, zéro. Je voudrais qu'il vienne m'expliquer. Non, pas du tout. Bien au contraire. Vous savez que moi, je suis habitué à travailler dans des organisations. Et dans des organisations, à la fin de chaque année, on fait mon évaluation. Quand on fait mon évaluation, on me dit, vous savez quoi, en termes de communication, en termes de technicité dans la finance, en termes de trouver des solutions aux problèmes des clients, excellent. Ils me disent ça, répètent ça chaque année. Maintenant, en termes de gestion des hommes, on me dit excellent. En termes de vision, on me dit excellent. Mais il y a eu peut-être un petit problème où un staff dans votre équipe n'était pas content et on me demande de pouvoir donc trouver un modus vivendi pour améliorer les conditions d'opération de ce staff-là. Voilà. En ce moment-là, j'appelle le staff et je dis, voici la situation, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et pour les 12 prochains mois, lui et moi, nous travaillons ensemble pour nous améliorer collectivement. Je voudrais faire la même chose avec cet artiste musicien. Je vais l'appeler pour lui demander, cher ami, pourquoi tu me dis que Bomoto zéro? Maintenant, quand il va m'expliquer, et je vais lui dire, donnez-moi des benchmarks, c'est-à-dire des indicateurs que je dois faire pour vous prouver à vous que je ne mérite pas zéro. Je mérite par exemple 90 sur cet aspect-là. Et lui et moi, on va peut-être se rencontrer de temps en temps, une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois. À la fin des 12 mois, il va faire une autre chanson pour me déclarer héros sur tous les plans. Voilà, cela me pousse à vous poser une question. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, quelle analyse faites-vous sur les politiciens congolais? Qu'est-ce qui manque en fait aux politiciens congolais? La vision ou ils ne sont pas préparés pour gérer un pays? Vous savez, tout ce que vous avez dit là s'applique. En 1960, vous savez combien de leaders, combien d'universitaires la RDC avait? Un seul, en 1960, qui était en première année à l'université. Donc, on a pris un grand pays comme celui-ci, qui n'avait pas d'administration, d'armée de qualité, de police de qualité. On a pris ça, on a mis dans les mains des gens qui n'étaient pas préparés à gérer. Par conséquent, c'était la course à l'enrichissement. C'était des antivaleurs qui se développaient. On n'a pas eu de leadership visionnaire, orienté vers le développement, qui devait mobiliser tout le monde. Mobutu nous a fait tous danser. En faisant danser, on ne travaillait pas. Vous savez, Laurent Désiré Kabila m'avait dit quelque chose qui était intéressant.
Il m'a dit, mon cher Noël, quand je suis arrivé à Kinshasa le 17 mai 1997, j'ai demandé qu'on m'amène au bureau du président pour que je puisse commencer à travailler. C'est là qu'on lui dit que Mobutu n'avait pas de bureau. Oh. Ben, il n'y avait pas de bureau, le palais de la nation que vous voyez là-bas. Il était abandonné, il y avait la brousse qui poussait là-bas. C'était abandonné. Et lui, il travaillait où? Tantôt, on disait qu'il était au camp Tchachi, tantôt au camp ceci, au camp cela, mais il n'avait pas, il recevait les gens dans son salon à la maison. Il n'avait pas de bureau, il ne travaillait pas. Donc, cette mentalité-là s'est répercutée partout dans la ville, dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises. Chaque personne qu'on nommait mandataire public prenait cette entreprise publique-là comme étant sa propriété personnelle. Donc, on a manqué de vision de développement, des compétences, des valeurs, des principes qui devaient guider l'action des hommes politiques pour arriver à développer le pays. On peut dire que les politiciens congolais, une fois au pouvoir, ils improvisent au lieu d'agir. Moi, je vais vous dire ceci. Vous voulez changer cet état des choses-là, quand vous aurez des élections prochainement, il faut que tous les Congolais apprennent à choisir l'homme compétent avec une vision claire de développement et qui connaît comment les choses se passent ailleurs et qui peut appliquer ces principes-là dans notre pays, qui peut mobiliser tout le monde. Si on ne fait pas ça, on continue à élire des gens tels qu'on a toujours fait jusqu'à présent, nous allons retomber dans le même piège. Vous savez, quand je suis venu des États-Unis, j'ai beaucoup aimé cette portion-là. Beaucoup de gens me disaient, tu sais quoi, tu as une très bonne vision de développement, mais on ne peut pas voter pour toi. Je demande pourquoi. Ils me donnaient 2 ou 3 raisons. La première raison, ils me disent, mais parce que nous, quand on souffrait ici, on faisait des marches à limiter dans les rues. Aux États-Unis d'Amérique, tu mangeais des beefsteaks. Donc, ils sont jaloux parce que j'étais aux États-Unis d'Amérique, j'ai mangé des beefsteaks en ce moment-là. Ils disent, pour que nous puissions voter pour toi, avec tes bonnes idées-là, il faut d'abord que tu viennes vivre avec nous pendant un temps et nous allons voir que tu as souffert aussi, tu manges. Bon, je ne vais pas les juger, mais tout ce que moi je peux vous dire, que j'ai suivi leurs conseils. Et j'ai décidé de ne pas rentrer aux États-Unis pour ne plus manger les beefsteaks. Je suis resté au Congo. Et je mange le pondou, les bitekuteku, les makayabou. Je souffre comme eux. J'ai fait, vous allez me voir donc, peut-être dans la semaine prochaine, je vais commencer à faire le tour de la ville de Kinshasa dans les bus Transco. Je vais voyager comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Maintenant, ils ne peuvent pas me dire que je ne connais pas les réalités du pays. C'est déjà quelque chose de positif que j'ai appris. Mais deuxième chose, on me disait, mais tu sais, tu es venu des États-Unis, il ne faut pas faire comme l'autre là qui était venu des États-Unis, Oscar Kachala. Oui. Après les élections, il a pris l'avion, il est parti aux États-Unis, on l'a Akimi, on ne l'a plus revu. Est-ce que vous m'avez vu Nakimaki? Nakimite, Natikaliawa. C'est la poste et pas Fachi. Pour une réserve stratégique à Fachi. Mais vous ne voulez pas voir la réalité. Vous ne pensez pas que je peux rester aussi pour me préparer pour les élections futures? Vous pensez que je dois rester simplement pour être nommé? Vous savez, je n'ai plus besoin, moi, de faire des petits travaux. Je suis venu avec une vision de développement. Je veux que cette vision de développement participe à transformer la RDC. Et nous allons mobiliser tout le monde. Chaque jour maintenant qui passe là, il y a des gens qui se mobilisent autour de cette vision-là. Ensemble, nous allons changer la RDC. Je ne suis pas là pour chercher un petit poste. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Okay? Parlons éducation, président. Selon vous, quels sont au préalable les mesures qu'on devait prendre pour que la gratuité soit effective ou la gratuité réussisse? Vous savez, j'étais le premier, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, à proposer l'accès de tous les Congolais à l'éducation de qualité. Qu'est-ce que j'entendais par là? C'est le concept qui a été repris sous forme, le vocable gratuité de l'enseignement. Je proposais que tous les enfants à l'école primaire et secondaire aillent dans les écoles publiques gratuitement. Comme moi, je l'avais fait. J'ai étudié à l'école primaire, à l'école publique, dans les écoles, à l'école secondaire, dans les écoles conventionnées catholiques. C'était gratuit littéralement. S'il fallait payer un peu sous forme de contribution des parents, c'était 1 à 3 zaïrs. 3 zaïrs à l'époque, c'était l'équivalent d'à peu près combien? 3 zaïrs, c'était à peu près l'équivalent de $6. Alors, $6, tout le monde pouvait payer. Et quand on paye ça, ce n'était pas pour avoir accès aux études, c'était pour avoir accès à la bibliothèque, pour qu'on achète des livres, des trucs de ce genre-là. Donc je considère que ce système-là était excellent et j'ai dû bénéficier de cela. Et quand j'ai terminé l'école secondaire, le gouvernement du Zaïre m'a donné, j'étais premier de mon centre des examens d'État, j'étais lauréat comme vous appelez ça maintenant, le gouvernement du Zaïre m'a donné la bourse pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis.
Et tout cela avec la bourse du gouvernement du Zaïre. Alors, c'est ça que j'avais mis dans mon plan Marshall. Je voulais faciliter l'accès de tous à l'éducation primaire et l'éducation secondaire gratuitement. Et quand les enfants vont à l'université, qu'on leur donne des bourses, donc accès de tous à l'éducation de qualité. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce que cela demande? Cela demande la planification pour savoir ça coûte combien. Parce qu'on avait déjà un système ici qui faisait que les parents payaient des frais qu'on utilisait pour payer les enseignants ou les professeurs ou les frais de fonctionnement des écoles. Combien d'enseignants nous avons sur l'ensemble du territoire national et combien les parents payaient pour prendre en charge ces enseignants, combien d'écoles nous avons sur le plan national et combien chaque école exigeait en termes de frais de fonctionnement. Vous additionnez cela et vous déterminez de combien de ressources on a besoin pour arriver à faire fonctionner les écoles sans les contributions des parents. Mais au-delà de cela aussi, nous avons combien d'étudiants à l'université à qui on doit donner les bourses. Chaque bourse est de combien multiplié par le nombre d'étudiants. Vous allez déterminer maintenant l'enveloppe allouée à la bourse. Vous additionnez le tout, c'est ça les besoins qu'on doit mettre dans le budget pour faire fonctionner donc l'éducation gratuitement. On n'a pas fait cet exercice-là. On n'a pas fait cela. Donc moi je dirais aujourd'hui qu'il faut retourner à la case de départ, refaire cet exercice et déterminer est-ce que nous avons suffisamment d'argent dans le budget pour allouer à cet exercice-là, pour maintenir l'éducation de qualité. Si on ne fait pas ça, nous allons détruire la qualité de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on remplit les salles des classes d'enfants, ce qui est une bonne chose parce que chaque enfant doit étudier. Mais la qualité n'est pas là. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le constat. Des gens qui terminent les universités mais qui ne sont pas capables d'écrire en français, qui ne sont pas capables de faire une dissertation, qui ne sont pas capables de faire les mathématiques. Ils sont bons à quoi? Moi, je vois des gens qui ont terminé depuis 3, 4, 5 années qui ne peuvent pas trouver du travail. Pourquoi? Parce que pour aller trouver du travail, il y a des tests qu'il faut faire. S'ils ne passent pas les tests, à quoi bon ils sont? Donc, j'estime que nous devons prendre ces choses-là au sérieux, réorganiser la planification de l'enseignement comme il se doit. Les curricula, les matières à étudier, le nombre d'années qu'on doit passer à l'école, les conditions de vie des étudiants dans les universités, les homes comme on les appelle. Et quand on fait tout ce total-là, en ce moment-là, nous allons demander est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour assurer l'éducation de qualité à tout le monde. Et si on arrive donc à répondre à cette question par la négative, en ce moment-là, il faudra qu'on puisse mobiliser de l'argent, peut-être des bailleurs de fonds pendant une période de transition pour faire tourner l'enseignement jusqu'à ce qu'on ait une base fiscale qui permet de mobiliser suffisamment de ressources pour prendre toutes ces charges-là dans notre budget. Voilà, merci parce que nous allons déjà vers la fin. Toi aussi, c'est un dossier où il y a élection 2023. Mais pour toi, c'est seulement les gratuités enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, les grands problèmes, c'est qui ou c'est quoi? C'est l'Église catholique, tout l'État monde à mettre en pratique vision à chef de l'État concernant la gratuité enseignement. Pourquoi vous voulez dire que l'Église catholique est le problème? Mais parce que toujours quand les politiciens, surtout à partir de l'UDPS, ils accusent l'Église catholique d'être derrière l'échec de la gratuité de l'enseignement. Bon, moi, je ne vais pas entrer donc dans ce jet de pierres-là, de responsabilité sur telle ou telle personne. Si ça ne marche pas, c'est peut-être de la responsabilité de tout le monde. Il faut que l'État vienne autour de la table, intéresse tous les partenaires, y inclut l'Église catholique, protestante, tous ceux qui ont des écoles, et qu'on évalue la situation, qu'on fasse l'état des lieux, qu'on détermine les vrais problèmes qu'il y a, qu'on fasse un plan d'action pour les régler. Je pense que c'est plus responsable que de chercher à blâmer tel ou tel. Nous voulons améliorer la situation, pas créer donc des divisions éternellement. Voilà, vous serez candidat aux élections de 2023, comme fut le cas de 2018. Vous serez candidat. Vous savez en quelle année nous sommes aujourd'hui? Nous sommes en 2021. Nous ne sommes pas en 2023. Les candidatures, ce n'est pas maintenant que ça s'annonce. Il y a une saison pendant laquelle les gens annoncent des candidatures. Il faut être patient. À ce moment-là, on va vous dire est-ce qu'on est candidat ou bien on n'est pas candidat. Est-ce qu'il y aurait élection en 2023? Moi, je crois sincèrement qu'il y aura élection. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas d'élection. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris position très clairement pour le bureau de la CENI qu'on a désigné tout récemment. Ce bureau de la CENI, s'il ne commence pas à travailler aujourd'hui, à supposer qu'on retarde la sélection des membres du bureau de la CENI,
dans 6 mois, dans 12 mois, il faut oublier les élections en 2023. Parce qu'il y a des étapes préparatoires sur lesquelles on doit travailler. Donc je suis content qu'on ait mis en place un bureau de la CENI qui a commencé à travailler immédiatement pour qu'on arrive à respecter ces délais constitutionnels-là. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, maintenant, comment on est arrivé à désigner ces membres du bureau de la CENI. Il y avait un règlement d'ordre intérieur, la loi sur la CENI, qui prévoyait que le président de la CENI est désigné par les confessions religieuses. Et il y en a combien? 8. Et que ces confessions religieuses ont des moyens, ont des mécanismes pour arriver à désigner le président de la CENI. Ce mécanisme implique le consensus. Consensus ne veut pas dire unanimité. Consensus veut dire que si nous sommes 8, on se concerte, on dit bon, on se met d'accord sur tel candidat. Je peux ne pas être d'accord avec les 7. Si les 7 ont décidé qu'il faut qu'on prenne ce candidat-là, moi, je devrais m'incliner. Je peux donner des arguments pour vous convaincre, mais si je n'arrive pas à vous convaincre, les 7 décident, on avance. Ça, c'est le consensus. Maintenant, ce n'était pas l'unanimité, parce que pour avoir l'unanimité, il fallait que les 8, tous soient d'accord. Ce n'était pas le cas ici. Maintenant, que prévoyaient les textes? Les textes prévoyaient qu'en cas de manque de consensus, on passe au vote. Et le vote, sur 8, s'il y a 6 qui votent pour un candidat, mais bien sûr qu'il a gagné. Ici, on n'avait pas spécifié le poids de chaque confession religieuse. On n'avait pas dit que les catholiques et les protestants représentaient 90% de confessions religieuses et par conséquent, on leur donne une pondération plus importante que les autres. On avait traité toutes les confessions religieuses sur une base égale, c'est-à-dire une confession religieuse, un vote. Donc, sur 8, 6 ont voté. On avance. On a tenu compte de la majorité. Alors, moi, je ne comprends pas cette histoire donc de s'obstiner à continuer à dire on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, sauf si votre propre candidat arrive à passer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, deuxième élément. Le journal La Prospérité avait publié les CV de Ebotolo et de Denis Kadima. Et objectivement, du fond de mon cœur, j'étais animé par le devoir de justice. J'ai dit, je voudrais voir clair. J'ai pris ici chez moi les 2 CV, j'ai mis sur la table. Et j'ai essayé de comparer les niveaux d'études, l'expérience, l'expérience au Congo, en Afrique, dans le monde, et ainsi de suite. Et à la fin, après avoir fait tout cela, il n'y a aucune comparaison entre les 2 candidats. Denis Kadima était de loin qualifié. Il peut être le professeur de l'autre. Il m'inspire confiance alors. Il m'inspire confiance. Donc, par conséquent, moi, je veux qu'on oublie vos histoires de tribalisme là. Je ne suis pas d'accord parce que telle personne est originaire de telle province, on mobilise donc toute sa famille, toute la religion, tous les membres de l'Église pour pouvoir marcher contre cet individu-là. Ce n'est pas congolais ça. Je veux qu'on puisse respecter Denis Kadima, qu'on lui donne la chance de travailler. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour maximiser les chances donc de réussite? Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que Kadima ne sera pas le seul à proclamer les résultats. Il travaille dans un bureau avec d'autres personnes. Nous devons verrouiller et nous assurer que tous ceux qui travaillent là-bas ne sont pas de la même province et ne parlent pas le même langage. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, nous voulons renforcer ce que j'appelle les équipes d'observation. C'est-à-dire, les catholiques et les protestants, ils sont présents à travers tout le pays. Il faut qu'on s'assure que dans chaque bureau de vote, il y aura des observateurs nationaux et internationaux qui vont être là à regarder que telle personne a voté. Personne ne vient donc bourrer les urnes avec des bulletins de vote. C'est la première chose. Et à la fin de la journée, on doit afficher automatiquement les résultats devant tout le monde. Si nous faisons ces choses-là sur l'ensemble du territoire national, moi je pense qu'on aura des élections libres, transparentes et crédibles. Mais si on tire sur tout ce qui bouge, je pense qu'on n'est pas congolais. Contrairement à tous ceux-là qui disent que Kadima est là pour favoriser les élections de 2023 à travers de l'actuel régime. Je vais vous dire ceci. Ce sont des tribalistes qui disent des choses comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a eu combien de présidents? 2 présidents. Les 2 présidents-là, et les élections de 2006 jusqu'à aujourd'hui, donc étaient organisées sous Joseph Kabila. Joseph Kabila était quoi? Swahiliphone. Ngoï Mulunda était swahiliphone. Malumalu était swahiliphone. Nanga était swahiliphone. Où étaient ces gens-là qui disent aujourd'hui que si le président de la CENI est originaire de la même province, je ne sais même pas de quelle province Kadima est.
Il est du Kasaï oriental ou de quel, je ne connais pas. Mais simplement parce qu'il parlerait le Chiluba, on estime qu'il serait proche du président. Ces gens-là qui font de telles accusations, ce sont des tribalistes. Et il faut qu'ils aillent donc se confesser dans leurs églises pour changer leur façon de voir le monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà, merci beaucoup. Donc pour vous, Denis Kadima inspire confiance. Avec Denis Kadima, on aurait des élections libres, transparentes et puis apaisées, comme vous le dites, comme vous le pensez. J'ai dit ceci, il faut lui donner le bénéfice du doute. Okay. Il ne faut pas proclamer quelqu'un défaillant avant même qu'il se mette au travail. Voilà. Il faut le mettre en position telle qu'il n'a pas d'autre choix que de faire un bon travail. Là-dessus, j'ai beaucoup aimé la position de Jean-Pierre Bemba du MLC. Il a dit, Kadima ne va pas organiser des élections tout seul. Il y a tout un bureau de la CENI. Ce bureau-là comprend qui? Il y a des gens de l'Équateur, il y a des gens de Kisangani, de l'Est de la République, du Bas-Congo, de ceci, il y a tout le monde dedans. Vous croyez que ces gens vont venir, ils voudront simplement que les gens de chez eux, on ne puisse pas leur donner priorité et qu'il y ait simplement des Louba qui gagnent des élections? Moi, je trouve ça très grave. Parce qu'à un moment donné, quelle que soit la personne qu'on met là-bas, il sera originaire de quelque part. Donc, mettons en place des mécanismes d'observation nationale et internationale et de publication immédiate de résultats pour nous assurer que les bévures qui pourraient avoir lieu, et en ce moment-là, ces bévures-là sont évitées. Voilà, merci, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une toute petite dernière question. Vous accordez aussi des crédits à l'IGF avec l'inspecteur Jules Alinguete, sa manière de faire les choses. Est-ce qu'il n'y a pas de règlement des comptes à travers Jules Alinguete? Encore une fois de plus, les Congolais demandent une chose, le contraire. Vous savez que nous sommes les pays les plus... J'arrive. Nous avons un pays qui est considéré comme étant l'un des plus corrompus de la planète. Vous savez, pour changer les gens, il faut non seulement être méchant quand on va faire l'audit, l'inspection, mais il faut communiquer. J'apprécie, moi, la façon dont Jules Alinguete communique. Vous vous rappelez, Matata avait commencé à dire non, 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 c'est l'acharnement, oh, c'est cela, oh, je n'ai jamais volé un seul centime de la République. Le dossier a été déclaré recevable par la justice. On veut maintenant connaître les faits. Ça doit passer à la télévision en direct. Nous voulons le juger de nous-mêmes. Donc, Jules Alinguete, il a fait son travail. Et je voudrais qu'il y ait plus de Jules Alinguete dans ce pays ici pour examiner les finances publiques et déterminer si on a donc des détourneurs de fonds. Je ne veux pas mentionner le cas. Je suis allé là-bas et je trouve le DG de cette entreprise, il fait un travail extraordinaire. Le DGA, pour des raisons qui lui sont propres, il bloque tous les dossiers parce qu'il veut que le DG échoue. Alors, vous arrivez dans une entreprise comme ça. Moi, si j'étais le chef de l'État, le DGA est mis à la porte immédiatement. Donc, il faut qu'on soit rigoureux dans ce que nous faisons pour donner un bon exemple et surtout prêcher par l'exemple. Jules Alinguete, à mon avis, il n'est peut-être pas saint, mais à mon avis, il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pendant cette période ici pour éduquer la population congolaise qui a été habituée à des antivaleurs telles que la corruption et le détournement des fonds publics. Voilà, merci beaucoup. C'était le docteur Noël Tchanimo David, la question de parler de l'actualité. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes. Voilà, on va terminer avec ce point de budget. Que dites-vous plutôt par rapport à la séance plénière d'hier à l'Assemblée nationale concernant le budget? J'ai suivi cette séance plénière-là jusqu'à littéralement à 1h, 2h du matin. Et j'ai apprécié beaucoup d'interventions faites par nos députés nationaux. Et je voudrais les saluer. J'ai entendu chacun des députés essayant de présenter des projets pour son terroir, pour sa province, pour sa ville, des trucs de ce genre-là. Et j'ai compris qu'il y a tout plein de projets qui ont besoin d'être mis en œuvre, mais qui demandent beaucoup de moyens pour arriver à les exécuter. Du fond de mon cœur, je félicite le gouvernement d'avoir fait le peu d'efforts qu'ils ont fait jusqu'à présent pour amener ce budget-là à 10 milliards de dollars. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Vous vous rappelez que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Maintenant, les gens réalisent. Maintenant, Bob Elvis a vu qu'il y avait un savant. Voilà. Parce que je vous ai dit depuis longtemps que ces petits budgets-là ne vont pas régler nos problèmes. Il nous faut mobiliser plus de ressources. Avant Covid-19, j'ai parlé de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Aujourd'hui, j'ai réévalué mon budget à 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Quand vous faites les calculs, on arriverait à un budget annuel d'au moins 75 milliards de dollars pour faire face aux besoins de développement de ce pays. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Je retiens la formule.
Je retiens la formule parce que je vais faire une conférence de presse bientôt pour montrer comment nous pouvons structurer le développement, mobiliser cet argent-là et mettre le Congo au travail. Mais les 10 milliards de dollars, non, je ne suis pas satisfait. Les 10 milliards de dollars, c'est un effort considérable par rapport à ce qu'on laissait avant, mais ce n'est pas assez. Donc je ne suis pas satisfait. Je voudrais dire, il y a des provinces qui sont littéralement abandonnées aujourd'hui. Je prends le cas de ma propre province, la Lomami. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Il n'y a jamais eu d'électricité à Lomami. Vous trouvez que c'est normal ça? Et quand vous avez des gens qui détournent 200 millions de dollars, vous pouvez construire le barrage de Kafumbu en Ganajika, donner l'électricité à tout le Grand Kasaï, relancer le processus de développement. C'est pour ça que nous devons avoir tolérance zéro à l'égard donc de ceux qui détournent les fonds publics. Donc le budget qu'on a, c'est ça que notre économie est capable de mobiliser pour l'instant, mais je considère que ce n'est pas assez, il faut faire plus. Mais moi j'ai une formule magique. Je suis en train de finaliser ça parce que je vais bientôt faire une conférence de presse pour présenter le plan Marshall rénové après Covid-19. Comment mobiliser les 1000 milliards de dollars. Ça va être un chef-d'œuvre. Et je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas encore commencé le processus de développement. Tous les projets que j'ai entendus hier, les députés nationaux mentionnaient chacun dans sa province, dans son village et consorts. Nous pouvons mettre tout cela ensemble avec un mécanisme de mise en œuvre bien orchestré. C'est sur quoi je suis en train de travailler. Et on va relancer le processus de développement du pays, créer des emplois pour tout le peuple congolais, améliorer la gouvernance, élargir la base fiscale, diversifier l'économie et surtout mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, c'était le docteur Noël Tchani Mouadiavita. Nous sommes à la fin de cette émission, docteur. Et nous, par rapport à tous ceux qui vont suivre à travers cette émission, Polélé. Polélé, c'est doucement, non? Non. Vérité. Vérité, mais tout ce que j'ai dit là est vérité. Oui. Non, moi je voudrais dire que d'abord je reviens sur la loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. C'est une loi importante pour notre pays. Vous avez entendu qu'il y a des menaces continues sur la souveraineté nationale. Cet effort-là fait par le président Kagame de construire un village sur le territoire congolais, c'est une menace à notre souveraineté. Nous devons nous assurer que dans toutes les fonctions de souveraineté, nous avons des Congolais de père et de mère qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Et ces postes de souveraineté-là, ça ne crée pas la discrimination. Ce sont des postes bien sélectionnés, une trentaine, 35 à peu près de postes. Je vais les énumérer. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, qui inclut le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les gouverneurs des provinces, le directeur général des migrations, l'agence nationale de l'administrateur de l'ANER et le haut commandement militaire ainsi que le haut commandement de la police nationale, en plus du Premier ministre et des postes régaliers au niveau du gouvernement, c'est-à-dire les finances, les affaires étrangères, l'intérieur, la justice et la défense. Si nous verrions ces postes-là et nous les mettons dans les mains de Congolais qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo, nous allons éviter les velléités de balkanisation de la RDC et nous allons faire échec à ces tentatives-là de pouvoir nous soudoyer et de prendre le contrôle d'une portion donc, du territoire national. Donc, mobilisez-vous pour soutenir cette loi. L'avenir de notre pays en dépend. Si on ne peut pas le faire, nous allons avoir un jour au sommet de l'État quelqu'un qui n'est pas loyal à RDC à 100%, il va balkaniser le pays, il va vendre une portion du territoire aux pays étrangers. Voilà. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Vous avez soudé partout dans le monde avec votre émission Polélé. Grand merci à la grande équipe de cette émission. Grand merci à Junior Mboui, encore et toujours les caméramans proches du peuple. Grand merci à Beignos Beningarbon, Jeff Farmico. Ceux qui sont massés, on a rendez-vous prochainement. Même plaisir, même ambiance. Merci et bye bye.